L'armée américaine pourrait se diriger vers le Nigeria, où un conflit armé semble imminent. Le président américain Donald Trump a menacé samedi dernier de suspendre l'aide au Nigeria si le pays ne revenait pas sur ce qu'il a appelé un génocide moderne. Si le gouvernement nigérian tolère encore le massacre des chrétiens, les États-Unis stopperont aussitôt toute aide au Nigeria, et pourraient même intervenir dans ce pays désormais discrédité. Les armes sont prêtes à éliminer totalement les terroristes islamistes responsables de ces atrocités. Si nous attaquons, ce sera rapide, brutal et implacable, tout comme ces voyous terroristes attaquent nos précieux chrétiens. Chérissez-les là-bas. En majuscules, évidemment, c'est Trump. Laissons de côté la question de ce qu'impliquerait une opération antiterroriste américaine douce au Nigeria. L'annonce de Trump a mis en lumière une crise civile qui ravage le Nigeria depuis de nombreuses années. Elle est connue sous le nom de conflit entre agriculteurs et éleveurs. Et selon un groupe d'experts mondiaux, y compris la célèbre organisation de défense des droits de l'homme Genocide Watch, ce conflit constitue un génocide contre les chrétiens qui progresse vers ses dernières étapes. Ce conflit a indéniablement coûté la vie à des milliers de chrétiens dans le nord et le centre du Nigeria, souvent lors de massacres d'une grande brutalité. En même temps, ce conflit résiste à toute tentative d'explication simple, où des conflits de vie ou de mort autour de la religion se combinent à une série de crises locales, nationales et transnationales qui rendent la situation encore plus grave. Donc, si vous souhaitez comprendre la situation beaucoup plus large derrière ces meurtres, eh bien, restez avec les belligérants. Très bien, donc au début de l'épisode d'aujourd'hui, nous devons aborder le sujet qui fâche, à savoir la caractérisation du conflit entre agriculteurs et éleveurs au Nigeria comme un génocide chrétien. Maintenant, pour des raisons que nous allons examiner. Cette question suscite un débat constant dans les milieux universitaires, les cercles d'analyse des conflits, ainsi que dans les sphères religieuses, politiques et ailleurs. Des groupes tels que Genocide Watch, le Comité international sur le Nigeria, l'Hudson Institute et d'autres militent activement pour que la violence soit reconnue mondialement comme un génocide et traitée en conséquence. Cette classification est devenue particulièrement importante pour la droite politique et religieuse américaine, le sénateur américain Ted Cruz alléguant cela. Les responsables nigérians, je cite, facilitent donc le massacre de masse des chrétiens par des djihadistes islamistes et le député Riley Moore estime le nombre de chrétiens assassinés entre 50 et 10 000, à l'inverse des organismes de suivi comme Armed Conflict Location et Event Data Project, des instituts journalistiques mondiaux comme l'Associated Press, des experts indépendants des conflits, ainsi que le gouvernement nigérian n'entendent que l'appellation de génocide chrétien soit appropriée. Un article de l'Associated Press publié en octobre dernier explique brièvement que les données divergent. Nous sommes sur les lignes de front sans intérêt direct dans ce combat. Comme toujours, notre couverture repose sur notre préoccupation pour les civils innocents, en particulier les enfants pris au milieu de conflits auxquels ils n'ont jamais demandé à participer. Et en ce moment, des milliers de personnes innocentes meurent chaque année à cause de ce conflit. Si appeler ce conflit génocide peut accélérer la fin des tueries, tant mieux. S'il existe un meilleur moyen de préserver le bien-être des gens pris au piège, c'est très bien aussi. Mais ce que nous savons, c'est qu'en se concentrant sur le contexte, en mettant l'accent sur la nuance et en construisant une compréhension plus complète de la situation, les gens de tous bords peuvent mieux comprendre comment avancer. Notre objectif aujourd'hui n'est pas de vous convaincre dans un sens ou l'autre, mais que vous puissiez aborder un sujet comme celui-ci avec une compréhension plus solide de, ce qui se passe réellement. Donc, avec cela en tête, commençons par une explication des parties en conflit de chaque côté de ce conflit. Donc vous voyez, le Nigeria moderne est un véritable chaos d'acteurs insurgés. Des groupes djihadistes déclarés comme Boko Haram et la province de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, aux mouvements séparatistes récemment actifs comme les peuples autochtones du Biafra et le delta du Niger. Les Revengers Avengers, hein. Mais pour le conflit entre agriculteurs et éleveurs au Nigeria, il n'est pas surprenant que les deux camps soient composés d'agriculteurs et d'éleveurs. Les agriculteurs en question sont pour la plupart sédentaires, vivant dans des communautés villageoises, à des endroits fixes et stables où ils cultivent des récoltes, élèvent du bétail et de petits animaux, et ont l'intention de rester pendant de nombreuses générations consécutives. Les éleveurs, en revanche, sont semi-nomades dans leur mode de vie, se déplaçant à travers le paysage en grands groupes et conduisant avec eux du bétail, des chèvres et d'autres animaux. Ces deux groupes, les agriculteurs et les éleveurs, sont présents partout au Nigeria. Mais la région où ce conflit a été le plus intense se trouve dans une partie du Nigeria. Appelée la ceinture du milieu, elle s'étend essentiellement au centre du pays.
Cette région est très diversifiée sur le plan ethnique et linguistique, avec des populations majoritairement chrétiennes regroupées plus au sud et des populations majoritairement musulmanes regroupées plus au nord. Dans la ceinture du milieu, surtout dans les États du Plateau et de Benue, le conflit entre agriculteurs et éleveurs est quotidien. Les communautés d'agriculteurs et d'éleveurs diffèrent non seulement par leur mode de vie, mais aussi par l'ethnie, la langue et, pour beaucoup d'observateurs occidentaux, la religion. Dans cette région du Nigeria, les éleveurs sont principalement des Peuls. On estime qu'ils comptent environ 39 millions de personnes à travers le monde, dont environ 15 millions au Nigeria. Ils ne constituent une majorité dans aucun pays au monde, mais ils représentent en toute une proportion assez importante de la population dans des endroits comme le Sénégal, le Mali et la Mauritanie. Les Peuls d'Afrique sont surtout musulmans, mais une minorité chrétienne vit principalement au nord et au centre du Nigeria. Ils sont donc un acteur clé dans la fracture religieuse du conflit. Les communautés agricoles sont principalement chrétiennes, surtout en allant vers le sud. Mais ils sont loin d'être un groupe homogène, avec des groupes ethniques majoritairement musulmans comme les Haoussa, également pris dans les combats. Cela dit, il existe de nombreuses communautés agricoles dans cette région du Nigeria qui sont majoritairement chrétiennes, et ces groupes ont tendance à être fortement impliqués dans les combats. Le débat mondial sur ce conflit porte sur la question d'un génocide chrétien. Vous pouvez sans doute deviner de quel côté sont souvent les victimes de violences de masse. Pour comprendre pourquoi l'équilibre des pouvoirs favorise les groupes d'éleveurs Peuls. Considérez la logistique d'un conflit permanent et faible entre communautés. Les Peuls restent mobiles. Ils se déplacent sur des itinéraires imprévisibles sans annoncer leur destination aux communautés environnantes. Et ils mènent une vie nomade qui repose sur l'idée qu'ils seront toujours de passage. Les communautés agricoles, attachées beaucoup à leurs terres, étaient plus des cibles faciles et ne pouvaient pas partir, même si elles le souhaitaient. Elles manquent de ressources pour patrouiller, faire de la reconnaissance ou surveiller les groupes Peuls présents dans la région. Elles organisent souvent des milices locales pour se défendre. Mais ce sont les éleveurs de ce conflit qui choisissent généralement où, quand et comment les affrontements violents ont lieu. S'ils décident d'apparaître au beau milieu de la nuit à la lisière d'une communauté agricole où tout le monde, à part quelques gardes de nuit, dort probablement, alors ils pourront lancer une attaque rapide selon leurs propres conditions. Comme expliqué, cette région du Nigeria n'a pas une armée ou des forces locales assez fortes pour intervenir. Lorsque les fusillades éclatent entre les agriculteurs et les éleveurs, chaque camp est livré à lui-même. Les agriculteurs, souvent désavantagés, en subissent généralement les conséquences. En 2025, les conflits entre agriculteurs et éleveurs se sont intensifiés. Et lorsque nous passons en revue les moments les plus marquants de ce conflit cette année, nous lisons essentiellement une liste de massacres. Cela comprend au moins 50 personnes tuées lors de 2 attaques en avril, et 74 abattues par des éleveurs en un week-end de mai. Plus de 200 villageois tués lors d'une attaque en juin, plus de 20 en juillet par des hommes armés inconnus, et plus de 50 dans une mosquée en août, 12 gardes forestiers armés tués en septembre, et des dizaines de morts lors de raids en octobre. Et ce ne sont que les principales attaques, sans compter les nombreux cas où des villageois sont tués lors de confrontations plus limitées avec les éleveurs. Et pour être clair, ces attaques ne vont pas que dans un seul sens. Il est rare que les communautés agricoles s'opposent aux grands éleveurs selon leurs propres conditions, mais des agriculteurs armés attaquent souvent des éleveurs isolés, tuant leur bétail et parfois les éleveurs eux-mêmes. Si les communautés agricoles sont au courant de la présence de groupes d'éleveurs dans leur région qu'elles considèrent comme une menace, elles mènent parfois leurs propres raids, prendre l'avantage lors des fusillades avec des Peuls armés. Cependant, parfois, ces victoires temporaires peuvent entraîner des contre-attaques catastrophiques de la part des éleveurs en quête de vengeance. En raison de leur mode de vie enraciné, les communautés agricoles ne peuvent répondre de façon proportionnelle à la violence subie. Mais leur comportement a souvent montré que certains n'hésitent pas à se venger des communautés d'éleveurs, dès que l'occasion se présente. Et ils attaquent souvent les éleveurs simplement parce qu'ils sont éleveurs, tout comme les agriculteurs sont attaqués parce qu'ils sont agriculteurs. En raison de la violence très asymétrique, rurale et isolée entre ces groupes, il est difficile d'établir un bilan clair du nombre de morts ici. Il est parfois difficile de retrouver les corps, et il est encore plus compliqué de suivre les chiffres globaux. Sauf dans le cas de massacres à grande échelle qui attirent l'attention nationale, voire mondiale, ou d'assassinats individuels qui se trouvent bien documentés. Les deux communautés ont l'habitude de récupérer et d'enterrer leurs morts sans impliquer le gouvernement nigérian. Et à ce stade, après des décennies de conflits de faible intensité, toutes les parties sont bien habituées à s'occuper elles-mêmes de leurs morts.
Sans supposer que le monde veuille connaître le nombre total de victimes chaque année, la plupart des experts estiment le nombre probable de morts entre 1000 les années calmes et plusieurs milliers les années intenses. Les chiffres avancés par les politiciens américains, notamment l'estimation de 50 à 10 000 chrétiens tués, paraissent surestimés. En ce qui concerne les affrontements entre agriculteurs et éleveurs. Cependant, s'ils additionnent leurs chiffres sur plusieurs décennies et tiennent compte de tous les nombreux conflits parallèles du Nigeria, au lieu de seulement celui-ci, il est plus facile de comprendre comment ils arrivent à un nombre de morts aussi élevé. Des problèmes qui s'aggravent. D'accord, donc ça, c'est la violence persistante du conflit entre agriculteurs et éleveurs au Nigeria, mais cela ne répond pas à la question plus large. Pourquoi ce conflit a-t-il lieu ? Pour répondre à cette question, nous devons faire quelque chose de toujours essentiel dans l'analyse des conflits, même si ce n'est plus à la mode. Quand il s'agit de faire la une des journaux et de susciter un soutien politique dans un sens ou dans l'autre. Nous devons plonger dans la nuance et explorer un conflit qui est alimenté par plusieurs facteurs à la fois. En même temps, il est accéléré par des problèmes qui s'aggravent et qui rendent la situation encore pire. La majorité des experts ayant étudié le conflit entre agriculteurs et éleveurs estiment que toute analyse des causes de la violence doit d'abord aborder la question du partage des terres. Malgré toutes leurs différences, les communautés agricoles et les communautés d'éleveurs ont quelque chose d'important en commun. Elles dépendent d'un sol sûr et fertile pour subvenir à leurs besoins. Les agriculteurs ont besoin de terres arables pour cultiver leurs récoltes, et les éleveurs ont besoin de terres arables qui produisent naturellement des herbes ou des plantes comestibles où leur bétail peut paître lorsqu'ils traversent le paysage. Tant que les terres arables suffisent aux deux groupes, cette dépendance ne pose pas problème. Mais malheureusement, cela fait très longtemps que la Middle Belt du Nigeria ne dispose plus de suffisamment de terre pour tout le monde. La terre de cette région du Nigeria a changé au fil des décennies. Les sécheresses durent plus longtemps qu'avant, et lorsqu'il pleut, il tombe nettement moins d'eau qu'autrefois. Les terres agricoles productives ont été dégradées après des décennies et des décennies de pratiques agricoles qui étaient, disons-le, un peu moins que durables. La part des terres arables baisse, car les précipitations sont désormais insuffisantes dans certaines régions pour soutenir la croissance habituelle. La terre sèche et craquelée du Sahel s'étend lentement, laissant place à l'avancée inévitable du Sahara. D'ici quelques décennies. En conséquence, il y a beaucoup moins de terres disponibles. Et du point de vue des deux communautés, que peuvent-elles faire ? Les éleveurs doivent absolument faire paître leur bétail quelque part, sinon ce bétail mourra, et ces éleveurs et leurs familles perdront leurs moyens de subsistance. Les agriculteurs, eux, doivent absolument cultiver toutes les terres qu'ils peuvent encore exploiter. Sinon, ils perdront leurs moyens de subsistance, et eux aussi perdront ces moyens de subsistance. Si des éleveurs nomades laissent leur bétail manger les récoltes dont dépendaient ces agriculteurs. Ce problème s'est aggravé au fil des décennies. Pendant la période coloniale au Nigeria, les éleveurs suivaient une des routes migratoires établies et les agriculteurs cultivèrent des terres séparées. Le système s'est effondré. Les agriculteurs se sont installés et ont revendiqué ces terres pour augmenter leurs revenus ou s'intégrer. De plus en plus souvent, car les termes sur lesquels ils comptaient sont désormais épuisés. Les éleveurs ont dû modifier leur propre route de migration, s'éloignant des terres qui ne permettent plus le pâturage. Les éleveurs utilisent désormais des médicaments modernes pour migrer vers le sud, traditionnellement occupés par des groupes agricoles à majorité chrétienne croissante, alors qu'ils se déplacent plus au sud sans risquer la mort de leur bétail à cause des maladies tropicales. Mais ils y sont de moins en moins les bienvenus, non seulement parce qu'ils empiètent sur les terres agricoles et y font parfois paître leurs troupeaux, mais aussi parce que le bétail, le lait et les autres biens que les groupes d'éleveurs offraient autrefois lors d'échanges de troc avec les communautés agricoles amicales ne sont plus appréciés par les agriculteurs comme ils l'étaient auparavant. Les éleveurs vont plus au sud pour vendre leur bétail à de meilleurs prix. Mais où qu'ils aillent, tout le troupeau doit les accompagner. Ainsi, agriculteurs et éleveurs tentent de s'adapter à l'environnement changeant dont ils dépendent. Les deux groupes ont des raisons de protéger leurs ressources plus soigneusement et de voir s'ils peuvent s'en tirer en empiétant sur les ressources des autres. Il faut noter que les préoccupations climatiques sont devenues un point de tension lors des discussions sur ce conflit en Occident, surtout aux États-Unis. Lorsque les analystes affirment que le qualificatif de génocide ne correspond pas à la situation du Nigeria. Les politiques et responsables religieux de droite disent souvent « Vous faites juste semblant que c'est uniquement lié au changement climatique ». Sans être farteux, mais si l'on met de côté les divisions partisanes aux États-Unis et même le débat plus large sur le climat mondial, la situation sur le terrain dans cette région du Nigeria est bien documentée. Les terres arables diminuent,
L'eau se fait de plus en plus rare et la qualité du sol se détériore rapidement. Et ces changements du climat local obligent ces communautés d'agriculteurs et d'éleveurs à vivre de plus en plus proches les unes des autres. À mesure que ce processus se poursuit, le conflit devient plus probable, même si l'interaction entre les groupes se transforme en un point de tension potentiel. La violence s'aggrave en raison de deux problèmes qui se recoupent. La facilité d'accès aux armes légères et la pauvreté généralisée touchant de nombreux Nigérians dans ces régions. Les observateurs internationaux estiment que des milliers d'armes automatiques et semi-automatiques circulent dans le Middle West. Cela s'explique à la fois par le fait que le Nigeria est inondé de ces armes de manière générale, et parce que ses frontières poreuses et son intérieur largement non réglementé créent des conditions idéales pour les trafiquants d'armes. Les nombreuses insurrections qui se chevauchent au Nigeria durent depuis des années, voire des décennies. Il y a maintenant tellement d'armes en circulation et une forte demande pour que les contrebandiers en introduisent davantage dans le pays. Elles sont faciles à obtenir, même pour les communautés démunies. D'ailleurs, à propos du manque de ressources. Ces communautés agricoles et d'éleveurs ont peu d'alternatives si leur subsistance par l'agriculture ou l'élevage s'effondre. Peu ont accès à une éducation avancée ou privée, les autres opportunités sont rares. Et si les gens voulaient améliorer leurs perspectives d'une manière ou d'une autre, ils devraient s'arracher à leur communauté et prendre un risque énorme, dans les villes du pays ou à l'étranger. Pour ceux qui ont choisi de rester dans la Middle Belt ou qui estiment ne pas avoir d'autres options, il n'y a pas d'autre choix que d'essayer de préserver leur mode de vie comme ils le peuvent. Et lorsque les agriculteurs et les éleveurs entrent en conflit, les enjeux deviennent encore plus importants. La situation nationale du Nigeria complique les choses. Nous avons évoqué le problème plus large de la violence insurrectionnelle. Mais il faut vraiment répéter que dans de vastes régions du pays, la situation sécuritaire est catastrophique. Des groupes comme Boko Haram et l'État islamique commettent souvent des violences de masse. Des insurrections transnationales profitent pointe des frontières pauvres du Nigeria pour se réfugier. Une autre faction, les bandits criminels organisés, commettent leurs propres massacres et opèrent dans les mêmes zones pour d'autres objectifs. Dans les endroits où le conflit entre agriculteurs et éleveurs constitue déjà une menace existentielle, l'armée nigériane a du mal à faire face. Elle est surmenée, mal formée, démotivée et corrompue. Dans de nombreuses régions, ces soldats sont aussi connus pour commettre leurs propres atrocités. La corruption touche toute la direction civile et militaire du Nigeria. Les politiciens nationaux concentrent souvent les ressources dans les grandes villes côtières du Sud pour protéger leur base de pouvoir, tout en minimisant ou ignorant les problèmes dans la ceinture centrale et le Sahel nigérian. Le gouvernement nigérian ne peut pas seulement rester inactif. Même s'il faisait de son mieux, il n'est pas sûr que ce soit très efficace. Les dirigeants et l'armée du pays n'interviendront pas, même si cela pouvait sauver des vies. Avant d'aborder les grandes questions sur le conflit entre agriculteurs et éleveurs au Nigeria, nous faisons une pause pour annoncer que Warfront recrute actuellement. Nous recrutons pour notre chaîne sœur Political Front et recherchons 1 ou 2 rédacteurs suivant de près la politique mondiale et souhaitant collaborer avec nous. Nous recherchons un candidat au style d'écriture solide, ayant déjà écrit des articles ou scripts politiques pour un podcast, une newsletter Substack ou un média. Aussi la capacité à travailler en autonomie, à proposer des idées sur les États-Unis, à créer des épisodes attractifs dans les délais et à intégrer les critiques pour améliorer le contenu. Bonus pour ceux qui écrivent sur l'influence des intérêts économiques, du lobbying, de la corruption cachée, de la diplomatie et d'autres forces secrètes sur le monde. Si cela vous correspond et que vous souhaitez postuler, consultez le lien dans la description pour savoir comment nous contacter. Et sur ce, revenons au conflit en cours, une question de foi. Le conflit entre agriculteurs et éleveurs au Nigeria ne s'explique pas seulement par la religion, mais celle-ci y joue tout de même un rôle. Malgré les conflits fonciers, la rareté des ressources, les changements environnementaux, la prolifération des armes meurtrières et l'incapacité du Nigeria à gouverner ces régions. Il s'agit toujours d'un conflit opposant, principalement des éleveurs musulmans d'un côté et des agriculteurs majoritairement chrétiens de l'autre, où ces communautés agricoles chrétiennes subissent une part disproportionnée de la violence. Nous nous concentrons sur l'importance réelle de la religion dans ce conflit. C'est l'un de ces moments où nous devons vraiment vous encourager à saisir toutes les nuances ici et à accepter l'idée que, dans cette situation, plusieurs choses peuvent être vraies en même temps. Nous allons d'abord examiner les arguments des analystes affirmant qu'il ne s'agit ni d'un conflit religieux ni d'un génocide contre les chrétiens.
Ces analystes notent souvent, à juste titre, que les communautés sédentaires, chrétiennes ou musulmanes, sont fréquemment attaquées par des bandes armées itinérantes. Ces assaillants, parfois éleveurs ou bandits, souvent musulmans mais pas toujours, attaquent des communautés sédentaires, pour obtenir des ressources, pas pour tuer d'autres croyants. Ces prochaines statistiques nous font légèrement sortir de la définition stricte du conflit entre agriculteurs et éleveurs. La plupart des victimes d'attaques itinérantes sont musulmanes, car les statistiques incluent aussi les décès causés par des bandits dans le nord majoritairement musulman. Donc dans ce sens, il n'était guère rationnel de dire que ces assaillants perpètrent un génocide contre les chrétiens si la majorité des personnes qu'ils visent ont tendance à être musulmanes. Ces chiffres incluent certains des plus grands massacres de 2025, en particulier l'attaque d'août dans une mosquée du nord-ouest du pays, où des dizaines d'innocents ont été massacrés. Ce qui renforce l'argument selon lequel les tueries au Nigeria ne sont pas principalement dues à la foi. Les attaques contre les civils à travers le pays sont suivies dès que possible, et dans les incidents qui peuvent être correctement catalogués. Les chiffres ne confirment tout simplement pas l'idée que le christianisme est un moteur disproportionné de la violence. Selon l'Armed Conflict Location et Event Data Project qui suit ces décès de manière assez rigoureuse. Au Nigeria, 20 409 civils ont été tués lors de près de 12 000 attaques entre janvier 2020 et septembre de cette année. Parmi ceux-ci, seulement 317 décès, soit environ 15% du total, ont été identifiés de manière crédible comme des cas où une personne chrétienne a été tuée entièrement ou partiellement en raison de son identité. En fait, les musulmans ont subi une part plus élevée d'attaques ciblées, la religion étant un facteur de motivation pendant cette même période, avec 417 musulmans tués pour cette raison, soit un peu plus de 2% du total national. Donc, d'après ces chiffres, il n'est pas raisonnable d'affirmer qu'il existe un génocide à grande échelle visant un groupe religieux, en particulier au Nigeria. S'il y en avait un, il serait plus justifié de parler de génocide contre les musulmans. Les défenseurs musulmans et les observateurs du conflit ont aussi fait ces allégations sur les affrontements entre agriculteurs et éleveurs, comme le font les défenseurs et observateurs pour protéger les chrétiens du Nigeria. Mais il y a aussi un peu plus dans cette histoire, à commencer par le fait que les tentatives de collecte de ces données sont terriblement incomplètes. Le Armed Conflict Location et Event Data Project et d'autres groupes financiers tentent de tout cataloguer. C'est un conflit où de nombreux décès ne sont tout simplement pas signalés au départ, y compris dans des communautés qui peuvent être témoins de la mort de chrétiens à cause de leur foi, mais qui peuvent choisir, pour diverses raisons, de gérer ces décès en privé, en utilisant leurs propres ressources. Tout aussi important, beaucoup des zones où les affrontements de faible intensité entre agriculteurs et éleveurs sont constants, sont aussi des zones plus difficiles d'accès. Les habitants y font moins confiance aux étrangers qui arrivent. La sous-déclaration reste un vrai défi. Même s'il est peu probable qu'un tel écart de signalement permette à un génocide à grande échelle de passer inaperçu. Il existe une raison valable de craindre que certains décès ne soient pas comptés. Il est également important de prendre en compte les cas particuliers où la religion n'est pas réellement le principal moteur d'un meurtre, mais où elle est soit utilisée comme prétexte pour ne pas soutenir une action violente, ou lorsqu'une animosité plus grande, en partie fondée sur des divisions religieuses, rend les gens plus enclins à recourir à la violence lorsque des conflits surviennent. Les dirigeants d'un groupe d'éleveurs musulmans affirment que la religion, utilisée comme prétexte, peut prendre diverses formes. Ils encouragent leurs combattants à attaquer une communauté agricole chrétienne en usant de rhétorique religieuse. Le but réel de l'attaque est de voler des ressources ou d'intimider les habitants pour les soumettre. Ou cela peut ressembler à des dirigeants chrétiens locaux essayant de mobiliser des hommes en âge de se battre pour rejoindre une milice locale, en insistant sur le fait que leur communauté chrétienne est menacée par des étrangers musulmans. Ce qui augmente la probabilité que les gens prennent les armes, et donc que leurs armes soient finalement utilisées pour ôter des vies du côté opposé. Pour comprendre les problèmes qu'une animosité religieuse plus large peut causer, il suffit d'appliquer cette logique à plus grande échelle. Les communautés qui luttent des années contre des rivaux au mode de vie, religions et origines différents, agissant violemment avec des buts opposés, finissent par développer une profonde rancœur. La religion au Nigeria, comme partout ailleurs, est un vecteur très puissant pour porter cette rancœur. Et cela peut finir par devenir un point focal pour la colère des membres de la communauté des deux côtés. Nous l'avons dit au début de l'épisode d'aujourd'hui, et nous allons le répéter. Que cette situation corresponde ou non à la définition technique d'un génocide chrétien n'est pas la question que nous mettrions le plus en avant pour essayer de comprendre ce conflit. Mais il y a une raison à cela. À de nombreuses reprises dans l'histoire, il a été d'une importance vitale pour les défenseurs d'insister sur le fait qu'un génocide était en cours.
pour dépasser le négationnisme et contraindre le monde à reconnaître les violences de masse telles qu'elles sont. Une offensive violente visant à anéantir totalement un groupe ciblé. Reconnaître un génocide est important non seulement pour sensibiliser, honorer les victimes et mobiliser le monde contre une atrocité en cours. C'est aussi important parce que cela permet de balayer les autres justifications insuffisantes que les auteurs d'un génocide utiliseront pour excuser leurs actes. Qualifier un génocide de génocide, c'est toucher au cœur de cette persécution, et souligner explicitement que ces atrocités de masse ont lieu dans le but de purger les victimes de notre monde. Mais il y a un danger tout aussi grand et opposé à appliquer cette étiquette de génocide si cela ne s'attaque pas réellement aux causes profondes d'un conflit. Quand un conflit est mené pour une autre question fondamentale, où les questions de race, d'ethnie, de nationalité ou, dans ce cas, de religion, servent d'accélérateur à la violence mais n'en sont pas la cause principale. Dans ce cas, se concentrer sur les accélérateurs peut s'avérer bien moins efficace que ce que les défenseurs pourraient espérer. En fait, cela peut même aggraver l'escalade vers un état de conflit en rendant une question comme la religion encore plus saillante et encore plus polarisante qu'elle ne l'aurait été autrement. Cela ne signifie pas qu'il faut toujours ignorer la dimension religieuse d'un conflit. Au contraire, nous l'insistons, car aussi sérieuse soit la menace de persécution religieuse. S'attaquer à cette persécution religieuse ne signifie pas nécessairement que l'on s'attaque à la cause fondamentale d'un conflit. Après avoir examiné tous les facteurs du conflit entre agriculteurs et éleveurs au Nigeria, concluez-vous qu'il s'agit d'un génocide contre les chrétiens? Peut-être pensez-vous que ce n'est pas le cas. Pourtant, des milliers de civils chrétiens meurent au Nigeria. Et il est important d'y mettre fin, tout comme il est important de mettre un terme au massacre généralisé de tout civil, de toute confession, partout dans le monde. Pour ceux qui veulent stopper le conflit immédiatement, y compris les dirigeants politiques et religieux de la droite américaine. La vraie question est de savoir s'ils instaureront la paix plus efficacement en ciblant la persécution des chrétiens, d'autres divisions systémiques au centre du Nigeria, ou les deux à la fois. La bonne réponse est celle qui met fin aux tueries. Alors espérons que quelqu'un pourra trouver comment y parvenir. Merci de regarder.